C'est Julien RQT et bienvenue dans No Limites, l'émission où on plonge directement dans l'univers du poker de haut niveau. Que tu sois passionné, simplement curieux, on va t'apporter tous les insights authentiques sur la réalité des joueurs pros. Bref, installe-toi bien, c'est parti. Bienvenue dans cet nouvel épisode de No Limites, le podcast où on découvre les coulisses du monde du poker. Alors, avant de présenter mon invité d'aujourd'hui, on va revenir sur les 3 anecdotes que j'ai eues lors du dernier podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder. La première, c'était celle de Thomas Echen. Il regarde le croupier et il lui dit « J'ai d'abord retourné mon jeu. Du coup, mon jeu est brûlé. » Donc, ils appellent le floor. Le floor lui donne raison. Et du coup, j'ai pas pu obtenir son tapis alors qu'il avait dit payer. Et elle était vraie. La seconde, c'était l'anecdote de AD. Il y a du coup mon supérieur qui arrive très très vite et qui regarde mon écran et qui voit du coup que je suis en train de jouer au poker et je l'avais pas vu arriver et voilà. Et il me convoque du coup dans son bureau. Donc, cette personne-là était un grand fan de poker. Et celle-là, par contre, elle était fausse. Et enfin, on finit par la 3e anecdote de Clément qui était assez folle. Je vais vous raconter l'histoire d'une fois où j'ai joué, c'était en casino live, c'était au Touquet. J'ai joué avec une vieille dame de plus de 90 ans. Au moment où j'arrive, elle est déjà assise, elle est en train de crush toute la table. Et évidemment, vous avez trouvé, vous étiez nombreux, elle était, celle-là aussi, fausse. Bref, aujourd'hui, je suis avec Julien. Julien, merci d'être là. Déjà, comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien. Salut Julien. Merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Écoute, c'est avec plaisir. Alors, je vais te présenter brièvement. Enfin, tu vas te présenter. Julien, si tu es assis ici, c'est pour une raison bien particulière parce que tu es un petit peu l'homme à tout faire de PS. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut t'appeler? Alors, quand je dis PS, c'est PokerStar, hein. Donc, l'homme important chez PokerStar. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Alors, écoute, ça fait 11 ans que je travaille chez PokerStars. Donc, je suis arrivé à Malte il y a 12 ans. Et assez rapidement, j'ai commencé à bosser chez PokerStars. Et aujourd'hui, je m'occupe des tournois live, donc des live events en Europe. Je suis responsable de tout le circuit EPT, l'European Poker Tour. Mais aussi, on supervise tous les autres tournois. Notamment, cette année, on aura l'occasion d'en parler, les PokerStars Open, qui sont les descendants des FPS, Estrellas, UKIPT et ONK, donc des tournois avec un main à 1100. Et puis, on a d'autres tournois qu'on sponsorise, comme les Swiss Poker Series ou le Campeonato Español de Poker. Mais donc voilà, en fait, mon job inclut tous les tournois live de PokerStars en Europe. Ok, cool. On va revenir sur tout ça. On va revenir un petit peu sur les coulisses aussi des EPT. L'organisation des tournois, parce que moi, j'ai énormément de questions sur comment ça se passe, comment ça coûte, des histoires un petit peu, les difficultés, aussi l'évolution du poker live après Covid. Je pense que ça a complètement explosé, si je ne me trompe pas. Mais avant de commencer, j'ai prévu des petites questions pour un petit peu te présenter. Donc, tu vas répondre assez rapidement. Tu peux développer si jamais tu sens qu'il y a matière à développer et si c'est intéressant. Est-ce que tu préfères jouer au poker ou organiser un event? Organiser un event. Pareil, du pareil, il y a plusieurs années. Ouais. Organiser un event. Poker online ou poker live? Live. Hold'em ou Omaha? Hold'em. Tu préfères organiser un festival de quelques jours ou de 2 semaines? 2 semaines. Travailler avec des joueurs pros ou tu préfères travailler et côtoyer des joueurs amateurs? Alors là, du coup, je vais développer juste un petit peu parce que ça va être difficile de choisir. C'est des expériences super différentes. Moi-même étant amateur de poker, c'est assez incroyable quand des gens se sont qualifiés en ligne et arrivent à un tournoi où c'est la première fois qu'ils jouent, peut-être pas en live, parce qu'on a tous joué un peu sur le bord de la cuisine ou sur un casino près de chez nous. Mais c'est la première fois qu'ils participent à un EPT, c'est la première fois qu'ils sont dans ces conditions-là. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et jouer avec les pros, c'est incroyable parce que c'est des joueurs qu'on regardait en stream ou à la télé et puis qu'on a en jeu devant nous. Donc les deux, mon capitaine. Les deux. Ça m'a fait réfléchir. Poker des années 2000 ou poker d'aujourd'hui? Faut donner une réponse, je vais dire poker d'aujourd'hui. Poker d'aujourd'hui. Est-ce que tu as ton mot à dire dans le choix des Team Pro PS? Alors, on va
potentiellement, surtout si par exemple on parle des teams pro qui sont en Europe, France, Espagne, je peux donner mon avis. Après, on a une équipe qui est dédiée à ça, l'équipe ambassadeur, qui choisit en fonction de la stratégie, en fonction du marché, en fonction de la hype, en fonction un petit peu de tout ça. Donc, réponse courte, non. Et réponse plus longue, on discute. Ok, très bien. Est-ce que tu préfères gagner, toi, un bracelet WSOP ou un EPT, sachant que tu gagnes la même somme d'argent? 100% un bracelet PT, c'est pas corporate. C'est des tournois tellement prestigieux. Après, t'as pas précisé le WSOP Main Event, bah, c'est la même somme d'argent. Bah, EPT alors. Ok, ok. Tournoi d'élite ou événement grand public associatif? Un peu la même réponse qu'avant, les deux. C'est deux ambiances différentes. Après, les super high rollers qu'on fait à Monaco, par exemple, ça reste la crème. Donc, allez, je vais dire les tournois d'élite. Ok. Pour toi, le partenaire idéal pour un team pro, c'est un joueur pro ou un influenceur? Le partenaire idéal pour un team pro, ça dépend ce qu'on veut, mais je vais répondre à un joueur pro. Salle de casino ou environnement original pour organiser un event? Salle de casino, je suis assez traditionnel là-dessus. Il y a plus d'avantages, en fait. Je pense tout de suite au côté opérationnel et logistique. Mais après, effectivement, il peut y avoir des tournois qui sont faits dans les stades de foot ou ça peut être assez cool. Donc, du coup, tu as presque répondu à celle-là. Tradition ou innovation? Ah, mais je vais dire innovation quand même. Ok. Est-ce que tu as un exemple, par exemple? Innovation, oui, bah déjà, par exemple, l'arrivée, bon, ça fait longtemps qu'on en a, mais l'arrivée des jetons cartes RFID qui permettent de tout faire tous les streams. Et là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a des possibilités qui sont absolument incroyables sur ce qu'on peut faire en tournoi live. Et je pense que les streams du futur et les coverages et tous les tournois vont suivre ce pas. Donc, 100% innovation, on peut faire vraiment des trucs chouettes. Ok. Merci. On va parler un petit peu des EPT. Donc, c'est le tournoi phare de PokerStar. Moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer au poker, c'était un peu mon rêve de faire des EPT. Là, ça fait 2 ans, je fais le circuit. L'année dernière, je les ai quasiment tous joués. Moi, je trouve que c'est quand même une expérience incroyable, même pour un joueur pro. Et du coup, ma première question, c'est pourquoi un EPT, c'est incroyable? Comment vous êtes arrivé à faire que cet événement-là, ça reste un événement qui fait rêver les joueurs amateurs, qui fait même aussi rêver les joueurs pros? Et comment vous êtes arrivé à créer une identité de marque aussi forte, justement, sur les EPT? C'est quoi votre secret? Ouais, C'est ton secret. alors, le secret, il faut remonter, je pense vraiment à ce que représente PokerStars aussi. Bon, ça va peut-être être un peu le moment corporate, mais c'est aussi sincère. C'est vrai que, si tu veux, depuis la création de PokerStars, ils se sont assez imposés comme le leader sur le marché pour plusieurs raisons, parce que c'était vraiment orienté pour les joueurs, avec tous les programmes de rakeback, avec les promotions. Et quand ils se sont lancés dans le circuit tournoi live, ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui était pareil, orienté avec ce que recherchaient les joueurs. Vraiment. Mais ce qui fait vraiment le prestige des EPT, c'est son histoire. Et en fait, c'est tout ce qu'il a amené. Le premier EPT à Barcelone, pas le chiffre exact, mais il devait être 200 joueurs et c'était un tournoi assez petit. Et ça ne s'est pas fait en un jour. C'est-à-dire que demain, un opérateur va avoir du mal à se dire tiens, je vais faire comme les EPT. Parce qu'en fait, ce qui fait les EPT, c'est leur histoire. C'est ce qui fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Après, on peut développer aussi sur pourquoi ils ont cette image de prestigieux. C'est le côté, tout ce qui est sur l'organisation, tout ce qui est sur la qualité des croupiers, des floors, tout ce qui est sur l'intégrité du jeu. Et ça, d'ailleurs, Ça, on y reviendra. On y reviendra. on y reviendra. Parce que j'allais dire, c'est un des points en fait qui a été PokerStars à l'époque en ligne, c'est qu'ils ont mis un point d'honneur à vraiment être les premiers à la pointe sur tout ce qui est l'intégrité du jeu et la sécurité. Moi, ça me fait. Je rebondis sur ça, mais quand je suis allé à Barcelone, là, jouer le PT cet été, il y a un couloir un petit peu avant le PT. Et quand tu arrives dans ce couloir, il y a plein de tableaux affichés. Et sur ces tableaux, tu as des images de gagnants au PT, mais de l'époque. Tu vois. Ouais. Et tu vois Antonius quand il a 22 ans. Je crois qu'il y a Vicky Cohen aussi. Et c'est con, mais ces images, tout le monde les regarde parce que tu marches dans ce couloir, tu regardes ces tableaux. Et
il y a un petit côté un peu nostalgie, un peu rêve quand même. Tu vois Anthony qui était là d'ailleurs, il me semble. Mais là, tu le vois sur les tableaux 20 ans plus tôt, avec le bracelet, et tu te dis, ah, il en a gagné un. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi connu aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu prestige, un peu histoire. Et peut-être pour une marque un peu nouvelle qui arrive, qui veut s'imposer, ça va être compliqué. Ben, par exemple, tu me parlais des Swiss Poker Series. Ouais, c'est créé par, si je dis pas de bêtises, c'est 5bet. Ouais, 5bet qui est assez nouveau. Là, eux, typiquement, ils ont pas cette histoire-là. Donc, Non, ils ont pas cette histoire-là. Après, c'est pas forcément le même créneau de tournoi parce que c'est des main events à 500 € et par contre, ils ont une ambition. Bah, tiens, si on prend 2 secondes pour parler des Swiss Poker Series, c'est un tournoi qui est organisé par 5bet et Thomas Jimmy et Benjamin Camps, qui sont 2 anciens, ils travaillaient chez PokerStars. Thomas Jimmy qui était sur certains tournois directeur de tournoi, d'autres assistants directeurs, qui a une expérience. Jean-Michel Lepeté, quoi, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus. Donc, eux, ils essaient d'apporter cette expertise sur ce genre de tournoi. Mais effectivement, comme on disait, du jour au lendemain, il n'y a pas d'histoire. On a essayé de faire quelque chose avec le PSPC, le PokerStars Players Championship. Et ça a bien marché aussi parce qu'on a envoyé beaucoup de Platinum Pass. Et puis, c'est un tournoi avec un gros budget aux Bahamas. Mais c'est pareil. Il faut vraiment continuer dans les années avec la même régularité, le même sérieux dans l'organisation et tout ça pour pouvoir créer ce qu'a fait et ce que sont les EPT aujourd'hui. aujourd'hui, comme tu le disais, donc, vous avez vraiment 2 pôles de tournois. Donc, les tournois EPT et Festival EPT, on va dire 5 000 € plus, globalement. Et du coup, un peu l'équivalent des FPS de l'époque, France Poker Series, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, qui sont moins chers, moins 1100. Et du coup, vous développez les deux. Vous avez plus d'ambition sur l'un ou sur l'autre, ou c'est quoi le projet en fait? Pourquoi il y a ces 2 structures-là et vous voulez aller où? On sait assez bien où on va, on a des étapes clés. Chaque année, récemment et depuis le Covid, on augmente la participation des joueurs. Il y a un gros appétit pour les tournois live. Il y a 10 ans, c'est qu'on faisait, il y avait jusqu'à 10 étapes EPT par an, plus 5 ou 6 étapes France Poker Series en France. Maintenant, ce ne serait pas possible parce qu'il y a d'autres opérateurs, il y a beaucoup moins de qualifiés en ligne, il y a plusieurs problèmes là-dessus. Donc, du coup, il a fallu se recentrer et on s'est dit où est-ce qu'on va avec nos France Poker Series, où est-ce qu'on va avec le UK IPT. Et on a essayé de faire un petit peu une Europa League. C'est-à-dire, tu as l'EPT, et puis c'est vraiment la Champions League. C'est le prestige, c'est les meilleurs joueurs, c'est les plus gros buy-ins, c'est les plus belles destinations. Et puis ensuite, il y a l'Europa League. On veut en fait prendre ces tournois, utiliser toute cette expérience qu'on a sur les EPT en termes d'organisation, de staffing, et donner aux joueurs pour un buy-in à 1100 €. Et puis un buy-in à 1100 €, c'est quand même C'est quand même de la base. oui, pas mal, c'est de l'argent. Les séries entry. Et d'ailleurs, j'y reviens sur ça, mais moi, mon premier tournoi live que j'ai joué, j'avais raconté brièvement pendant le premier podcast, c'était FPS Gujan-Mestras. Ok. J'avais 18-19 ans à l'époque, c'était mon tout premier tournoi live, je m'étais qualifié online. Et d'ailleurs, je peux me repentir maintenant, j'avais volé 2 petits jetons, j'avais gardé en souvenir. Et quand l'intelligence artificielle, j'en ai toujours un sur mon bureau. Quand je joue online, je le regarde, ce petit jeton, c'est un peu mes débuts. Et c'est vrai, quand j'avais joué ce tournoi, ça m'avait fait rêver. Et c'était une expérience incroyable au début quand j'avais commencé. Et ça m'a fait un peu pareil quand j'ai eu mon premier EPT là, il y a 2 ans, 2 ans et demi, où comme tu dis, tu vois, on a l'impression d'être un peu dans la Ligue des Champions et pas beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, niveau quand même très élevé, un cadre incroyable. Est-ce que vous avez toujours un peu les mêmes joueurs? Parce que je suppose qu'au prix de ces buy-ins là, c'est pas très grand public non plus. Donc en fait, c'est quoi le projet avec le ZPT? C'est qualifier de plus en plus de joueurs, c'est c'est le développer ou rester avec le pool de joueurs que vous avez? Le PT, c'est une bonne question avec surtout on a un concept qui marche bien et qui est reconnu. Et c'est là où il faut que nous, en tant que PokerStars, on essaie de continuer à le développer. On ne va pas tout révolutionner parce que on a déjà essayé il y a quelques années en se disant on va faire le PokerStars Championship, ça va être super. Ouais, ça a évité. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée parce que le PT, voilà, c'est une marque qui plaît et les joueurs aiment bien. Nous, notre ambition, c'est d'avoir des tournois qui soient toujours mieux organisés, avec des plus gros prize pools,
peut-être trouver des nouvelles destinations aussi. C'est ça qui donne un petit peu d'excitation. Si on regarde, je regardais des vidéos des EPT précédents, c'est toujours sympa. Un coup, on est à Barcelone, un coup, on est à Londres, un coup, on est à Prague. Donc, c'est bien d'essayer de trouver aussi des nouvelles destinations. Et puis, c'est tout simplement de continuer à marquer l'histoire du poker et à faire en sorte que si tu es un joueur de poker sur la planète, l'objectif, c'est de gagner un EPT et de jouer sur PokerStars. Mais c'est vrai que non, c'est l'objectif, c'est ça, c'est devenir le circuit incontournable. Ça l'est déjà l'EPT, c'est de le rester et puis de... Parce que justement, tu fais bien de parler de ça, des nouvelles villes un petit peu. On sait que Paris a été annulé, Ouais. là. D'ailleurs, je devais y aller là, c'est dans 10 jours. J'y vais quand même, mais bon, il n'y aura pas le PT du coup. Mais quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est-à-dire on annule un des plus gros tournois au monde, on ne va pas jouer sur les mots, vous cherchez forcément des nouvelles destinations. Euh, je sais que les destinations que recherche PokerStars, ça va être quoi? Ça va être des villes qui sont un peu historiques, des villes qui sont bien desservies. Est-ce que vous avez des idées pour les nouveaux? Est-ce que tu peux les dire? Alors, j'adorerais te donner un scoop, mais je vais devoir faire le petit corporate speech, c'est-à-dire qu'on étudie la possibilité de nouvelles destinations à ce stade de la compétition. On n'en est pas à révéler, mais par contre, si je peux te dire deux choses. La première, déjà, c'est que le PT Paris, c'était vraiment dur de l'annuler. Très difficile de trouver une date, surtout sans visibilité sur qu'est-ce qui va se passer avec les clubs de jeu, les cercles de jeu parisiens, de retrouver une date pour Paris. Donc pour l'instant, Paris, le plus probable que ça n'a pas été annoncé, ça je peux donner un petit scoop, mais on est évidemment en train d'évaluer pour le refaire l'année prochaine à la même date, si tout rentre bien dans l'ordre. Très difficile de retrouver une date pour cette année. Donc on a annoncé Monte-Carlo et Barcelone. Et là, je suis resté branché. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais assez prochainement, on aura 2 autres étapes qui devront s'annoncer Ça sent à la fin de l'année. Je pense que dans les commentaires, peut-être ils peuvent deviner. Ils peuvent deviner, oui, ils peuvent deviner. Moi, j'ai quand même pas mal d'idées. Alors, je veux pas dire que je vais spoiler ça. Vas-y, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai quand même... J'ai eu des fuites. Alors, je sais pas si c'est des vraies fuites ou pas. Ouais. Mais je sais qu'il y a des villes qui sont intéressantes. De toute façon, les villes en Europe qui sont intéressantes, il n'y en a pas 50, on les connaît. Bon, Londres, vous avez déjà fait. Aux Pays-Bas, ça peut être en Portugal. En Italie, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais bon, à part Reims, ça serait. Au PT Rome, c'est canon. En Grèce, ça pourrait être sympa aussi. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. De toute façon, il n'y a pas énormément de choix. Vienne aussi, ça peut être pas mal. Ouais. Si je peux me permettre de demander, mais dans les commentaires, ce serait super de mettre les villes où vous rêveriez ou préfériez voir un EPT. Il y a longtemps, on faisait beaucoup d'étapes EPT et il y en avait certaines qui étaient avec des files peut-être un peu moins prestigieuses et qui se terminent par avoir des affluences autour de 400 joueurs, 500 joueurs. Donc là, on a réduit le nombre d'étapes. On est à 4 ou 5 étapes par an. Et avec toujours des étapes un peu phares, Paris, Monaco, Barcelone. Et on essaie de trouver des capitales européennes bien desservies. Quand on organise un EPT ou un tournoi, comme vous avez organisé à Paris, on était au Palais des Congrès. Palais des Congrès. Combien ça coûte ça? C'est-à-dire, vous arrivez à faire combien ça coûte? Alors, on veut des chiffres. ouais, des chiffres. Alors, Tu peux les donner. Si, mais on peut donner des éléments de réponse. En fait, je vais le faire, Michel politicien. Non, évidemment, il y a plusieurs choses à avoir. Nous, l'organisation de tournoi, c'est pas un poste qui nous permet de créer des revenus. C'est vraiment un outil marketing. Et c'est ça qu'il faut voir quand on est dans la préparation d'un tournoi comme un EPT ou d'un PokerStars Open. On est là pour essayer de donner de la visibilité à la marque, d'attirer les joueurs sur les satellites en ligne. Et puis, le but, in fine, c'est de jouer sur PokerStars. Mais pas que, parce qu'il y a aussi tout l'élément streaming, contenu social media. Donc, il y a vraiment tout cet élément de diffusion de marque et de positionnement. Donc, ça, c'est les objectifs principaux. Donc, on n'est pas dans un objectif de créer des revenus. Mais du coup, combien ça coûte? Combien ça coûte de louer le Palais des Congrès? Je peux te dire que le tournoi de Paris, c'est
pas le plus rentable. Parce que, et je réponds à ta question, c'est qu'en fait, notre modèle de fonctionnement, c'est plutôt de se mettre dans des hôtels avec des espaces de conférence, comme à Barcelone Ok. ou à Prague, où on va louer des chambres. À Prague, on prend 800 chambres dans l'hôtel. On prend tous les espaces de conférence et donc on négocie des deals. Chambre, hôtel, ça ressort avec un modèle économique à peu près viable avec le REC qui est prélevé sur les tournois. On arrive à peu près, on peut trouver l'équilibre. Voilà, je te le dis. On peut trouver un équilibre sur certains tournois. Paris, on n'a pas. Alors, on a essayé la première année de faire dans le Hyatt l'hôtel. Et ça, c'était une catastrophe parce que les espaces étaient juste trop petits. On avait certainement sous-estimé la participation massive. On savait, étant à Paris, ça allait être très très attendu, mais il n'y avait juste pas assez de table, pas assez d'espace. Donc on a déménagé au Palais des Congrès, et là, le Palais des Congrès, il n'y a pas de chambre. Il y a pas de, c'est juste un énorme espace de conférence et il te donne l'addition à la fin. Donc voilà. Enfin, c'est PokerStars qui fait le PT, mais la licence, elle appartient à Barrière. Barrière. Voilà. Donc en gros, vous travaillez avec Barrière. Ouais. Ok, donc il y a un deal déjà avec Barrière. Ouais, exactement. Un amont. Exactement. Le deal avec Barrière, comment ça marche ce genre de deal? Comment ça marche? Et attends, je reviens aussi parce que le PT, ça coûte des millions. Voilà, tu vois, ok, c'est 100 millions qu'on parle. Donc après, certains EPT, ça va être 2 millions, d'autres, ça va être 5. Je donne une fourchette de 5 millions. Voilà, je ne veux pas me cacher dans mes réponses. Mais les deals avec les casinos, ça, c'est pareil, ça dépend vraiment des relations. En gros, tu as le REC qui est prélevé. Il y a un pourcentage du prize pool qui est prélevé. Donc, tu sais, si tu fais un tournoi à 1100 €, tu as 100 € de REC et il y a 4% du prize pool prélevé pour le staff. Et ces 4% sont vraiment reversés uniquement au staff. Donc après, il y a la partie du REC. Donc là, c'est un deal avec le casino. Le casino Barrière à Paris, en l'occurrence. Kings à Prague, Casino Barcelone à Barcelone. Et puis on discute, est-ce qu'on fait 50-50, 60-40 c'est sympa. C'est une partie assez intéressante du boulot d'ailleurs. De ce que j'ai compris, alors je sais pas tout forcément, mais de ce que j'ai compris, le Casino Barcelone prend tout l'espace un peu cash game. Ouais. Et récupère l'argent en cash game, enfin généré par le cash game, et PokerStars, lui, va avoir l'argent plutôt de ce qui est généré en tournoi. C'est comme ça que ça se passe, où il y a des subtilités. C'est comme ça que ça. Alors, écoute, en général, en tout cas, tout ce qui est les opérations du cash game, c'est Casino qui s'en occupe. Mais tu vois, encore une fois, pas forcément à Monaco, c'est nous qui nous occupons du cash game. Quand tu fais les grands events comme ça, il y a Zcoin croupier, presque. 200 croupiers, plus ou moins en fonction de l'EPT. Ouais. Et le staff, c'est-à-dire ceux qui sont à l'accueil, ceux qui gèrent les cartes, ceux qui. En gros, un EPT, c'est 400 personnes Ok. qui travaillent. Après, l'équipe employée de PokerStars, c'est pas tant que ça. Ça va peut-être être 30, 40 personnes. Et après, c'est que les freelancers. Donc, par exemple, ceux qui nous font le set de télévision, ils sont une centaine. C'est énorme. Ouais. Le set de télévision à Barcelone, au Monaco, c'est des monstres dans leur domaine. Ils font aussi les JO, ils font aussi les Coupes du Monde. Okay. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, rien que l'équipe télé de la production du stream, ils sont une centaine de personnes. Et puis, croupier et floor, c'est à peu près 200. Le Paris, c'est plus. Ça va peut-être monter jusqu'à 250. Du coup, on comprend mieux pourquoi les event live ne sont pas forcément rentables et cherchent du coup, le but c'est quoi? C'est un produit d'appel, c'est une offre, on va dire, pour fidéliser un petit peu les joueurs et pour qu'ils aillent jouer online. C'est ça. Par contre, comment t'expliques qu'il y a des opérateurs, enfin ou du moins des marques, on peut parler par exemple du DSO, on peut parler des Swiss Poker Series, on peut parler peut-être du circuit PMU, je sais pas, mais eux, ils ont un circuit moins cher à Pau. Ouais. Ils n'ont pas d'offre forcément online. Donc, c'est leur fond, c'est que c'est quand même c'est un job qui leur apporte de l'argent, quoi, forcément. Et comment ils font eux pour en gagner du coup? Écoute, je t'ai donné un petit élément de réponse avec certains tournois que nous on fait. Ils sont à l'équilibre. Ok. Et on en met partout. C'est beaucoup plus de micro-management des dépenses et on fait attention à tout. On fait attention quand on va faire du branding, l'habillage de la salle, les soirées. On n'invite pas DJ Steak. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut essayer de gagner. Mais c'est pour ça que pour PokerStars, en tout cas, c'est hyper important que ce soit pas des tournois qui soient censés être générateurs de revenus, parce que du coup,
on devrait couper les budgets dans plusieurs choses qui font le prestige de l'EPT, comme les tables, elles sont magnifiques avec le LED autour, elles sont toutes branchées, Ouais. un petit tiroir, t'as Tu les... peux charger les on téléphones. peut charger les téléphones, chaque croupier a sa petite tablette. Je vais te poser quelques questions, Ouais. un petit peu plus dures, où tu vas devoir souvent choisir entre deux choix ou alors développer un petit peu, si jamais tu estimes que c'est nécessaire. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Sûr? Vas-y, go for it. Est-ce que tu préfères être payé 2 fois plus sur un site concurrent ou rester à PokerStars? Ah, bonne question. Je snap. Rester à PokerStars. Ok, c'est Ouais. Non, mais sans je te vois, non, mais je te ça, mais tu as tes raisons. t'as 2 fois plus, t'as pas dit 10 fois plus. 2 fois plus. Ouais. 2 fois plus. 3 qualités pour un ambassadeur Team Pro PS. 3 qualités pour un ambassadeur Team Pro PS. Je dirais, comme ça, hein, top of my head, crédibilité auprès de la communauté, disponibilité et jovialité. Ok. Simon, J'avais pas de truc en c'est tête. Simon, le dernier, je lui passe le bonjour d'ailleurs, si jamais il me regarde. Simon a annoncé du coup qu'il quittait la Team PokerStars. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, Enfin, c'est pas lui qui a choisi, hein, mais oui, ben, ça revient à la question que tu me posais par rapport au choix des ambassadeurs. Il y a toujours une revue qui est faite de la team ambassadeur par rapport aux priorités de l'entreprise, par rapport au marché prioritaire, par rapport à quels sont les objectifs à court terme, qu'est-ce qu'on veut atteindre. En fait, les tournois live, les EPT, c'est vraiment une plateforme pour que PokerStars puisse continuer d'évoluer et de grandir. Donc, on est un petit peu voué à essayer de s'aligner avec les objectifs de la boîte. Et du coup, j'imagine que la team ambassadeur a décidé qu'il voulait changer la stratégie, que ce soit dans l'approche qu'ils faisaient du marché français ou du marché espagnol. Et il y aura sûrement, peut-être qu'ils vont passer plus. Alors, ça, c'est vraiment en spéculation. Je te dis pas ça parce que ça va arriver. Mais peut-être qu'ils vont passer plus sur des influenceurs, Team Pro, parce que ça correspond mieux à la cible qu'on veut atteindre. ok. Les France Poker Awards, tu valides ou non? Ouais, valide, ouais, super Valide. initiative, ouais. L'image de Benny et You auprès de la communauté poker, en 3 mots. Fun, historique et professionnel. Ça, je sais pas si c'est... si tu m'as pris à brûle pour point. Mais pourquoi je dis fun, historique et professionnel? Parce que déjà, c'est des super professionnels dans tout ce qu'ils font. Fun, parce que c'est juste marrant. Regarder un stream de Benny et You, même si personnellement, je perds un peu d'intérêt à regarder des streams de poker. Et d'ailleurs, on essaie toujours de se réinventer. On parlait de l'intelligence artificielle, il peut y avoir des trucs de fou qui arrivent sur les streams. Et puis historique, parce que voilà, ça fait partie des meubles et l'histoire de PokerStars. Et je pense que les EPT et l'image des EPT en France ne seraient pas là où ils sont sans Benny et You et tout ce qu'ils ont fait. Alors, passe le bonjour d'ailleurs à Benny et You. Et petite anecdote, à l'EPT Barcelone, quand je suis passé aux commentaires, on commence. Donc, je suis avec Benny et You. Et en fait, si tu veux, Benny fait l'intro. Ils se répondent un peu tous les deux. Et je crois que c'était à moi de parler, mais en fait, ils me font marrer. Tu vois, même j'étais avec eux et je rigolais. Et du coup, je pouvais pas parler parce que putain, je trouve que moi, ils me font. Enfin, je suis vraiment très bon public. En tout cas, de Benny et You. 2 qualités et 2 défauts chez toi au travail. 2 qualités chez moi, ça va être, on dirait un entretien d'embauche, ton truc. Qualité, écoute, je suis très disponible et très professionnel. Donc, Ouais. je fais le boulot pour lequel j'ai la responsabilité. Et en défaut, je dirais peut-être naïf. Et après, ça, c'est quelque chose qu'on améliore. Je crois en la bonté humaine. Et quand tu fais des négociations de contrats de plusieurs millions avec des casinos qui ont des années d'expérience sur ce genre de deal, il faut faire attention et puis toujours bien réfléchir aux implications des décisions qu'on prend. Ok. Voilà, j'en ai dit qu'une, mais ça me suffit. Le couvreur live, le meilleur. Français. Benjo. On lui passe le bonjour. Ouais, carrément. La triche sur un EPT, est-ce que c'est déjà arrivé?
La triche sur un EPT, alors là, c'est un non, je réponds sincèrement, j'essaie de réfléchir. En tout cas, moi, ça fait 7 ans que je travaille sur les EPT. Heu, c'est arrivé qu'on a banni un joueur parce que, on l'a vu, voler un jeton. C'est arrivé que, un croupier, rapporte un floor, une affaire d'ailleurs j'avais parlé de collusion, c'est les satellites classiques qu'on faisait avant. On les a retirés pour des satellites win your seat. Oui, le format où il faut accumuler un nombre de jetons pour avoir le ticket et ça a complètement, annihilé tout potentiel de collusion. À ma connaissance, il y a pas eu de scandale de triche sur les EPT comme on a pu connaître dans d'autres circuits. Ok. Un mot pour définir pourquoi PokerStars est différent de Winamax. Un mot. Un mot global. Ok. Ouais, Ça me va, je prends. Bah écoute, je pense on est arrivé un petit peu au bout de ces questions-là. Merci quand même pour ta franchise. On va revenir un petit peu sur le poker online. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de concurrence online, notamment avec GG. Bon, même s'ils sont pas accessibles en France, c'est quand même au niveau mondial, ils sont arrivés, ils ont un peu tout cassé. Comment t'expliques qu'en si peu de temps, un opérateur comme GG Poker est arrivé à prendre une place considérable au poker? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Et est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, ça nous fait réfléchir, forcément. C'est sûr que, ils sont indéniablement pris une position de leader, on essaie de se dépasser, donc cette concurrence, elle est importante. La concurrence de GG Poker, ça s'explique par, énormément de différentes raisons, à mon avis, que je vais pas pouvoir couvrir. Il y en a certaines qui peuvent être dues, à peut-être un programme de fidélité, à des promotions, au logiciel. Je sais que PokerStars, on est en constante recherche d'améliorer un logiciel qui fait partie d'un système assez technique, et j'ai pas tous les éléments, mais on a mis du temps, par exemple, à sortir les Mystery Body, pour prendre un exemple. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, des joueurs de poker, et même nous, en tant qu'employés de PokerStars, on disait: «Mais pourquoi vous faites pas, vas-y, faites un script là et puis faites les Mystery Body». «Ah, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, il faut que dans le système, nin-nin». Donc il nous manquait, et il nous manque peut-être, un peu toujours, cette réactivité. Là où le G-Poker est arrivé, Dynamic sont tout de suite mis, Ok. un peu plus. Il y a plus d'éléments. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour les opérateurs en ligne, le poker, je parle pour les opérateurs français souvent, le poker, c'est souvent un produit d'appel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sert à ensuite générer de l'argent par une autre activité qui est souvent les paris sportifs. Bon, on sait que les casinos en France sont interdits en ligne, mais souvent c'est un produit d'appel pour les paris sportifs. Est-ce que c'est pareil pour PS ou pas? Alors, ouais, historiquement non, parce que PS faisait que du poker. Donc nous, c'est PokerStars, ça a vraiment été, que du poker jusqu'à l'arrivée des paris sportifs. Donc, nous, c'est une approche, un peu différente, mais effectivement, aujourd'hui, PokerStars, c'est des paris sportifs en France. Dans d'autres pays comme en Espagne, on va faire du casino. Donc, on va essayer de faire, ça s'appelle le cross-sell, d'essayer de transférer les joueurs sur une verticale, soit le poker, soit le casino, soit le pari sportif. Pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose qu'on fait ici. Moi, c'est un peu pas ce que je critique, mais en tant que joueur, sur certains sites, c'est un peu ce qui nous énerve dans le sens où on a des sites qui sont spécialisés en paris sportifs, qui proposent quand même beaucoup de poker. Ouais. Mais on sait que forcément, en termes de protection du joueur, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les ressources, entre guillemets, pour prévenir certaines triches. Ouais. Au niveau de l'intégrité des jeux, APS, pour moi, c'est un des sites qui est de très très loin le meilleur. Est-ce que tu peux un peu nous parler de votre investissement en termes de sécurité, sur quoi vous bossez? Pourquoi vous avez un temps d'avance un petit peu sur tout le monde? Alors ça, c'est très simple. On échange beaucoup avec le service, intégrité des jeux, et quand je suis arrivé, j'étais choqué et admiratif de voir un petit peu le dispositif. C'est la NASA qui est devenue PokerStars, à l'époque quand ils étaient leaders écrasants, sur le poker.
c'est qu'ils ont fait aucun compromis sur la sécurité des joueurs et sur l'intégrité des jeux. Ils ont investi énormément là-dedans pour aller chercher le mec qui collude sur un site and go à 50 centimes avec son copain. Ils vont le chercher, on va lui bloquer son compte, on va lui dire c'est pas bien la collusion. Bon, si tu as passé Perdas sur un site and go à 50 centimes, ton compte va se faire fermer. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire sur YouTube, si vous tapez PokerStars Game Integrity, qui explique vraiment en détail ce qui se passe, comment ils font. Et tu vois, tu as plusieurs trucs. Par exemple, si tu passes une paire d'as, ça va créer une alerte. Oui. Et il va y avoir quelqu'un qui est là, probablement peut-être un grinder de mal qui n'a pas réussi en sit and go à 1 euro et qui travaille à PokerStars, qui va revoir la main. Et puis, qui va regarder, OK, pourquoi il a passé paire d'as, est-ce qu'il a passé paire d'as avec quelqu'un avec qui il joue fréquemment? Ah, bah tiens, il se joue fréquemment. Bah tiens, ils habitent dans la même région. Donc, on va contacter le joueur. Bonjour, vous avez passé paire d'as. Est-ce que vous pouvez vous expliquer votre raisonnement? Ça, c'est un petit exemple, mais les outils technologiques qui sont à la disposition de traquer et de rechercher les triches ou les collusions en ligne, ils sont incroyables. En fait, de toute façon, répondre à ta question, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'ils ont investi énormément. L'avenir du poker en ligne, en fait, est dans vos mains, hein. C'est-à-dire que, enfin, pas dans les tiennes, toi spécialement, mais dans les mains des opérateurs, dans le sens où les joueurs pro comme moi online, on remarque beaucoup de choses. Et si tu veux, on sait que c'est les sites qui, eux, ont les outils à la fin, qui, eux, ont accès à tout. Et même si des fois, on a envie de dire beaucoup de choses, on a envie de leur dire ce qu'on remarque, on a rarement une oreille attentive, en fait. Et si tu veux, c'est pas très rassurant quand tu joues sur un site, tu remarques quelque chose de pas normal, tu poses la question et le gars te répond complètement à côté. Alors déjà que les triches, elles sont un peu subtiles, c'est-à-dire il faut avoir un certain niveau pour les comprendre. Ouais. Si en plus la personne avec qui tu traites, elle comprend même pas la base de la question, tu te dis oh là 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 là. Au service de l'intégrité des jeux, ceux qui revoient les mains de poker, c'est souvent des excellents joueurs de poker eux-mêmes. Et ça, c'est rassurant. Quand j'ai commencé à bosser à PokerStars, je regardais avec des yeux comme ça, on va dire des bons joueurs réguliers qui sont en train de discuter de main en disant ouais, mais tu vois là, s'il fait ça, mais il a pris en compte l'ICM, mais non, il peut pas parce que si je les écoutais comme ça en disant ouais, mais ils sont en train de parler d'un cas et c'est hyper avancé. Évidemment, je prenais l'exemple d'une main d'un sit and go à 50 centimes, ça va pas faire l'objet d'une réunion qui va durer 3 heures avec tous les meilleurs experts, mais par contre, quand on parle de cas beaucoup plus tricky avec des grosses sommes d'argent sur des profils de joueurs parfois connus, là, effectivement, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont se mettre sur le sujet, qui vont échanger. Et c'est ce que tu disais. Une bonne partie, je n'ai pas les chiffres, mais des triches collusions se font par rapport à des rapports de joueurs. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne paraît pas normal, si jamais il y a quelque chose où on se dit, tiens, lui, ça me paraît bizarre comment il joue avec lui, il ne faut pas hésiter à envoyer un message et ça sera toujours revu. Ok. Ok, bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais comme, enfin, encore une fois, ça fera l'objet, je pense, d'un autre podcast avec quelqu'un qui en a l'intégrité. Avant qu'on termine, Julien, je t'avais demandé de me préparer une anecdote. Alors, je vous explique le concept, un petit peu comme celle du podcast précédent. Tu vas raconter une histoire, ou deux même, et le chat devra ensuite juger si l'histoire que tu vas nous raconter est vraie ou fausse. Et du coup, réponse dans le prochain podcast. Julien, je te laisse la parole. Ok. Il y a une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans, EPT Barcelone. Pendant la préparation, la veille du tournoi, en plus, on était un petit peu rêche sur les timings. C'est toujours un petit peu la course quand on approche Côte d'Ouverture. Donc ça, c'était la veille du tournoi où on était en train de décharger le reste du matériel pour faire le tournoi. Et on se gare à côté du casino. Enfin, le camion se gare, en fait. Moi, je n'étais pas là. Et je reçois un coup de fil du responsable logistique qui me dit « Ouais, Julien, la police est là. Le camion ne peut pas rester là. Est-ce que tu peux venir? On ne comprend rien et tout. » Donc, je descends. Et là, effectivement, en fait, il y avait 2 voitures qui s'étaient garées là où le camion devait se garer. Et du coup, on se discutait avec la police. Ils nous disent « Faut pas rester là. » Et commence à discuter en espagnol. Et en fait, c'est dans la zone où il y a tous les bars et les boîtes. Et on essaie de négocier. Ils nous disent « Non, vous allez prendre une amende. » Là, il se rend compte que, je donne des détails, attention, le
les camions, ils ont un espèce de tracker et notre camion ne pouvait pas reprendre son camion. Bref, un bordel. On reste pendant, ça dure 2 heures. Entre la police qui est là, qui s'appelle Juan Carlos, nous, on essaie de voir si on peut pas décharger du matériel discret. Ils nous font, ah, touchez pas à ça et tout ça. Et là, sort de la boîte de nuit d'en face, 6 Anglais complètement ravagés et qui arrêtent les voitures qui étaient garées devant, tu sais. Ils arrivent pour prendre leur voiture, mais ils ont ravagé, alors comme ça, ils titubaient et tout ça. Et les flics, du coup, leur disent, bah, attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Ah, c'est ma voiture. Et ils commencent tout de suite à être agressifs. Et t'as un des mecs qui pousse le flic. Et là, ça part un peu en bois, bagarre. Ils essaient d'en embarquer un. Ils appellent du renfort. Et en fait, ceux qui étaient là, les flics qui étaient là, embarquent 2 mecs. Les renforts contiennent les autres. Ça crée un attroupement, en fait. Ça crée un attroupement. T'as des gens de l'autre boîte qui arrivent. Il y a des Anglaises partout. C'était une situation où on était là complètement hallucinés. Et en gros, les flics qui étaient là se sont repartis avec les autres. Il y avait des nouveaux flics qui ne savaient pas trop c'était quoi la situation et qui nous ont limite aidés à... Nous, du coup, on décharge. Et les nouveaux flics qui sont arrivés étaient pareil. Enfin, il faut imaginer vraiment un espèce de bois avec du monde comme ça. Et on leur dit, ouais, on ne peut pas décharger parce qu'eux, ils viennent. Et du coup, ils nous aident, même une escorte à nous décharger nos tables de poker et tout ça pour pas que les gens froissent. Ah, c'est quoi les tables de poker et tout. Donc voilà, c'est la petite anecdote, c'est bien sympa. C'est eux qui ont monté les tables. Et c'est pas eux qui ont monté les tables. Bon, c'était la petite anecdote CSB sympa, mais c'était assez cool de voir que on partait d'une situation où on se disait on va jamais pouvoir sortir nos tables. Et puis grâce à nos Anglais de la boîte de nuit qui se sont tapés avec les flics, on a pu tout sortir. Après, vous avez fait un sit and go avec les policiers, je suppose. Et après, on n'a pas fait un sit and go avec les policiers. J'avais vraiment envie de faire un selfie moi, avec les Anglais qui sont sortis de la boîte. Ils étaient complètement ravageux. C'était génial de vouloir prendre leur voiture comme ça. Voilà. Ok, bah écoute, merci. Bah, je t'en prie, Julien. C'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu dans le détail à toutes les anecdotes et les interrogations que je t'ai posées. Julien, je te laisse le mot de la fin pour terminer. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, bonne chance pour ce podcast. Super intéressant à écouter. Et puis tes 2 autres invités aussi, c'était très sympa. Donc franchement, félicitations pour cette initiative. Je suis ravi d'en avoir fait partie. Et puis moi, de mon côté, on va continuer à essayer de faire les tournois les mieux organisés possibles. Continuer à créer du réel, à donner un petit peu envie aux joueurs de participer en live parce qu'on ne peut pas bluffer si c'est en ligne. Donc le tournoi live, c'est vraiment une passion. Et puis, j'espère qu'un maximum de joueurs pourront participer à ce genre de tournoi. Donc, voilà. Bah, écoute, merci à toi. On se voit sur les prochains events. Du coup, ça marche, Julien. À plus tard. Merci à vous.